Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Et dans les chantiers, comme sur un podcast, on peut compter sur les autres. Alors avant d'accueillir ma formidable invitée du jour, je tenais à remercier Vinci et son incubateur Léonard qui nous prêtent une belle salle pour enregistrer cet épisode. Et voilà, on va pouvoir passer à l'épisode. J'accueille chaleureusement Julie Neuville, présidente de Materhub. Salut Julie. Bonjour Nicolas. Écoute Julie, ça fait pas mal de temps qu'on se connecte, qu'on se côtoie dans des événements organisés par tout l'écosystème bâtiment et du coup ça me fait vraiment plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et qu'on puisse parler de Materhub, parler de vous, de ce que vous y faites parce que vous êtes quand même un peu dans ces nouvelles boîtes qui viennent changer les choses, qui réveillent le BTP de l'intérieur. Donc déjà pour mettre un peu de contexte, je vais te demander comme tout le monde de te présenter ton parcours et ton lien avec le BTP. Donc, moi, je suis originaire plutôt de l'innovation et de l'innovation dans le secteur public. Alors, j'ai travaillé sur de la dématérialisation, j'ai travaillé sur de la formation en ligne, sur des espaces numériques de travail, à une époque où tu devais être beaucoup plus jeune et où clairement ça n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui. Et c'était les tout débuts, les prémices, avec donc une connotation innovation très très forte, un travail avec les ministères, avec l'Europe, pour déployer ces nouveaux outils. Et puis un lien, peut-être qui fédérait tous ces projets, c'était l'humain. Parce qu'au final, ce qu'on sert, c'est l'humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre plus facile le quotidien, pour améliorer au jour le jour nos usages. Et aujourd'hui, je dirais que c'est aussi ce que je fais avec Materhub et ce que nous faisons avec mes associés pour défendre une autre vision de la construction et de pouvoir agir au quotidien et s'investir. Et donc mon lien avec le BTP, c'est un petit peu le hasard de la vie qui fait que j'y suis arrivée et que maintenant je suis pleinement dedans, passionnée par l'industrie et le BTP. Parce que du coup, toi, tu n'étais pas dans le BTP à la base. C'était quoi l'industrie justement? Tu étais dans l'innovation, mais sur plus la partie un peu en dehors du réacteur. Tu étais dans le bac pour faire le back-office, plutôt pour faire déployer cette innovation dans le public, c'est ça? C'est ça. Donc moi, je travaillais dans les collectivités et sur le secteur public pour de l'innovation qui était destinée aux citoyens. Et finalement, les citoyens et les consommateurs ne sont pas très loin l'un de l'autre. Pas très loin. Ils ont des atomes crochus finalement. Tout à fait. Trop bien. Du coup, c'est une belle introduction. On voit que du coup, tu as eu plusieurs visions, plusieurs spectres. Et je pense que c'est ça qui t'aide aussi dans le quotidien, dans tes actions que tu mènes chez Materhub, qu'on va aborder un peu plus tard. Maintenant qu'on sait comment tu es arrivé jusqu'à Materhub, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous y faites? Pourquoi vous avez choisi de faire ça? C'est quoi l'origine de ce projet qui a pris ses racines localement en plus? Donc hyper intéressant d'aller voir d'où est venue cette idée et comment vous l'avez construit avec le temps. Tout à fait. Alors déjà, qui sommes-nous? Parce que c'est important de comprendre peut-être d'où on vient, parce que ça éclairera ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Mathieu et Charles Neuville, qui sont frères jumeaux, ont fondé l'entreprise en 2018. Mathieu, qui est l'inventeur de notre solution et de notre technologie, est un ancien ingénieur de chez Lafarge et Total, donc il est docteur en physique et en chimie des matériaux. Et avec son frère, Charles, ils partageaient une conviction. On a une urgence climatique. On a une obligation d'agir et on peut le faire grâce à cette solution. Donc Mathieu qui est le scientifique et Charles qui lui a un background en financement et en banque d'investissement, se sont associés pour fonder l'entreprise. Et donc rapidement ils ont été rejoints par Manuel Mercier qui est lui aussi docteur en chimie et puis moi-même, et aujourd'hui on est tous les quatre à servir ce projet. Avec et donc je ne suis pas toute seule, je suis avec un binôme, on a un quatuor exécutif et puis un binôme avec Mathieu qui est très complémentaire et stratégique pour faire déployer notre solution. Ok, donc des racines qui sont quand même à la fois familiales et à la fois
Professionnel, puisque c'est une construction qui s'est faite sur le long terme. Il n'a pas démarré par Mater-Up sa carrière, du coup. Charles, du coup, il a construit son parcours et vu aussi, je pense, pas mal de choses au sein de ce parcours qui l'ont poussé à aller créer, à aller changer les choses en termes sur deux spectres, l'écologie et l'économie, parce que ces deux sont liés. On ne parle pas de l'un sans l'autre, je pense, dans le bâtiment, puisque c'est quand même le cœur et le nerf de la guerre, l'argent dans le secteur. Mais ce parcours écologique, il l'a créé aussi parce que tu l'as dit aussi au début, vous n'êtes pas de Paris, comme là on est à Paris pour enregistrer, vous êtes vous basé dans les Landes, une région qui a un fort écosystème aussi, écologiquement, qui est très important. Ça aussi, je pense que ça a bercé la création de Mater-Up dans la démarche aussi de préserver cet écosystème dans lequel vous aviez créé, vous, la société, quoi. Tout à fait. On voit que partout, il y a des écosystèmes à préserver, que ce soit en France, en Europe et même ailleurs. Et c'est une motivation profonde chez nous, avec un constat qui est inquiétant, de se dire les émissions de CO2 et plus largement les pollutions en général s'accroissent. Or, aujourd'hui, on a une obligation, et actuellement, c'est la COP16 pour préserver la biodiversité, Exactement. donc on est en plein dans le sujet, Ouais. nous impose d'agir. Et donc, ce que Mathieu et Charles portaient comme ambition, c'était l'optimisme de l'action. Parce qu'on se rend compte que, regardez, les constats qui sont parfois affligeants, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est se retrousser les manches et se dire qu'est-ce que je fais. Et qu'est-ce que je fais, et c'est toute l'âme de Mater-Up dans l'ADN, c'est de se dire on peut faire un ciment qui est performant au niveau technique, mécanique, mais qui va l'être aussi au niveau environnemental et bien entendu économique. Ça, j'y reviendrai si tu le souhaites. Donc la technologie de Mater-Up, MCC1, c'est Mater-Up Clay Cement, elle s'appuie sur l'argile. Ok. L'argile non calcinée. Et c'est là où va être la grande différence. On ne cuit pas, on ne flashe pas, on ne chauffe pas l'argile, on va l'utiliser de façon crue. Okay. Et on va l'intégrer principalement comme élément principal dans le ciment, ce qui va permettre immédiatement de réduire par 2 l'empreinte carbone de ce ciment. C'est ce qui sort aujourd'hui de nos usines, et puis qui va permettre de garantir les mêmes performances mécaniques, parce que, in fine, et tu le sais très bien, sur un chantier, ce qu'il faut, c'est certes avoir plus de bas carbone, mais aussi garantir que le bâtiment, on a toutes les sécurités, toutes les normes. Donc on va réduire cette empreinte carbone par 2. Et puis on va aussi, parce qu'on a un process qui est très peu énergivore, réduire l'énergie embarquée, ne pas utiliser d'énergie fossile. Donc on a cette double impact, quoi. C'est ça, exactement. Le troisième impact, c'est la circularité. Okay. Aujourd'hui, on a besoin de penser nos matériaux en termes de réemploi, de se dire quand je peux l'éviter, je ne vais pas prendre des ressources naturelles. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait, puisque l'argile non calcinée qu'on utilise est issue à 100% de réemploi, de terres d'excavation, de coproduits d'industriels, donc des déchets d'industriels, et de sédiments de dragage. Et tout ça, on va pouvoir le transformer pour en faire, c'est ce qui va nous intéresser, du ciment et donc du béton dans les bâtiments, dans les infrastructures, qui peut être soit du béton prêt à l'emploi pour faire des fondations, des dallages, des voiles, ou de la préfabrication. Donc on peut faire quasiment tous les éléments préfabriqués que tu connais, qu'on voit tous au quotidien. Ah ouais, ok, tu le déploies de 2 manières différentes. Moi je pensais que c'était vraiment la matière première que vous diffusiez et après pas forcément déjà transformée ou autre. Là vous les mettez déjà prêtes à l'emploi en préfabriqué, quoi. C'est ça. Alors, on a une partie qu'on fait nous-mêmes en ciment puis en béton et une autre partie qui est faite par nos partenaires bétonniers eux, vont s'approprier notre ciment et pouvoir l'utiliser dans leur quotidien. Ce qui est important pour eux, et c'est comme toute innovation, c'est de pouvoir l'utiliser facilement. Parce que ce qui est compliqué à utiliser, personne n'a envie de l'utiliser et je suis la première concernée. C'est clair. Et donc là, on ne change rien sur la mise en œuvre sur les chantiers. On va utiliser les mêmes camions toupies, les mêmes camions pompes, on va utiliser les mêmes outils, les mêmes équipes. Et dans les usines de préfabrication, c'est la même chose. On ne va pas changer les délais, on ne va pas avoir besoin de changer les process. On va avoir les mêmes temps de prise au jeûnage, ce qui va nous amener à une utilisation très facile. Et comme c'est dans les mêmes délais,
qui est du coup pas plus coûteuse qu'une solution, une solution conventionnelle. Et ça, c'est un point qui est important. Ouais, c'est quelque chose c'est un process qui, en fait, là on ressent un peu aussi la maturation du projet. C'est un process de création de la matière qui a été observé, je pense, du coup, par Charles en amont. Oui, tout à fait. Qu'il a essayé de reproduire sur ces notions écologiques et même économiques sur la partie, on ne produit plus un nouveau matériau. Enfin, je crois que j'en ai parlé récemment, ou que j'ai entendu dans un podcast sur le bâtiment, justement, le meilleur matériau, je crois, c'est celui qu'on ne produit plus, ou un truc comme ça. Et vous êtes vraiment dans cette démarche, vous, c'est d'aller calquer ce qui se faisait avant sur la production des matières premières, mais par contre de manière totalement circulaire, avec de l'existant et sans utiliser tout ce qui était assez énergivore aussi en termes de ressources, quoi. Tout à fait, c'est exactement ce que je crois que tu résumes parfaitement notre philosophie, c'est bâtir mieux avec moins. Donc Ok. c'est de se dire comment on économise au maximum le carbone, bien entendu, l'énergie, les ressources, et puis que ce soit facile et que ce soit abordable économiquement, parce qu'un matériau qui va être trop coûteux par rapport à du conventionnel, on ne va pas réussir à aller l'utiliser sur les chantiers. Donc ça, c'est un élément qui est aussi très important, de se dire comment la performance environnementale peut être couplée à la performance économique. Et ça enthousiasme tout le monde, particulièrement nos clients. Ouais, parce que là, ça allait chercher l'équation, justement, coût carbone et vraiment productivité, quoi. Enfin, faut qu'il y ait les performances, quoi. Je crois qu'il y avait... J'ai reçu, du coup, en plus, quelqu'un qui doit pas être super loin de chez vous, une économiste de la construction, qui est vraiment sur cette partie équation carbone performance. Et c'était hyper intéressant comme échange. Et je pense que, du coup, vous avez ce genre de réflexion aussi, vous aussi, chez Materop. Mais toi, chez Materop, tu as un rôle qui est quand même assez crucial, dans le sens où c'est toi qui vas aller faire bouger les lignes à haute sphère, dans les hautes sphères que tu as côtoyées auparavant, au final, de ton parcours dans le public. Et c'est quoi les actions que tu coordonnes, et comment tu arrives à justement aller sensibiliser, un peu comme ce que tu viens de faire en introduction, les personnes qui vont avoir à la fois les décisions sur les normes, parce que c'est ça qui fait aussi qui fait évoluer et fait déployer les choses, et à la fois sur les gros faiseurs, ceux qui vont appliquer aussi vos outils. Quelles sont les actions que tu coordonnes? Dis-nous-en un peu plus, Julie. Alors, effectivement, pour réussir, il faut réussir tous ensemble. Si on ne va pas tous dans le même sens et dans la même direction en se disant on peut faire mieux collectivement, je pense que c'est voué à l'échec. Et ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, on voit que dans le secteur privé, dans le secteur public, les citoyens, nos instances politiques et j'allais dire les puissances publiques en général sont en train de se mobiliser. On voit que tout le monde va dans le même sens. D'ailleurs, tu soutiens un grand nombre d'actions qui sont des actions innovantes et qui sont bonnes pour la planète. Et donc, ce qui va être important, c'est déjà d'expliquer et de sensibiliser. Et ça, y compris auprès d'élus, auprès de représentants publics, mais j'allais dire de façon générale auprès de grand public, quoi. C'est ça. Et de l'expliquer en disant c'est génial, c'est possible, ça peut fonctionner. Donc il y a vraiment ce premier rôle de sensibilisation. Et déjà, rien que d'expliquer les constats du poids de la construction dans les émissions de CO2, c'est assez impressionnant puisque le ciment, ça représente quasiment 3 fois le transport aérien mondial. Okay, ouais. Donc quand on dit ça à un défi, élu, c'est vrai ou à n'importe qui, on n'en a pas souvent conscience parce qu'on le voit pas. Un des autres rôles, ça va être d'avoir... cette sensibilisation, elle va permettre d'aller déclencher des envies de faire autrement, d'expliquer, d'avoir de la pédagogie et donc d'avoir des solutions qui vont être plus efficaces, plus efficientes et tout simplement en les faisant connaître, ça met le pied à l'étrier pour pouvoir agir. Il y a un rôle d'accélérateur, de se dire comment on fait aujourd'hui, on a fait tous ces constats, on voit que c'est possible, comment on le fait plus vite ensemble et plus fort. Parce que l'enjeu, c'est de massifier et c'est de ne pas attendre. Donc, ça va venir soutenir cet effort. Et puis, aussi, ce rôle peut-être d'exemplarité qu'on peut tout savoir, de s'interroger sur ces pratiques, sur nos productions, sur nos chantiers. Comment on peut faire mieux ? Parce que tous les jours, on en apprend. Il y a des choses qu'on peut perfectionner. Et
je crois que c'est le message, en tout cas, que nous, on essaie de porter avec un message Mhm. positif parce qu'on pense que c'est Oui. la voie pour avancer. Ouais, et puis, en fait, c'est des convictions qui sont fortes en interne et c'est les vôtres et c'est ça qui fait passer, c'est ça que vous essayez de faire passer dans les messages au plus haut point. Et un message avec conviction a toujours beaucoup plus d'impact qu'un message mal communiqué, un message qui atteint la cible, mais tu vois, si tu as une image d'une cible et que tu vois Oui. le 10 au milieu, c'est tes convictions, le message. Et Oui. si c'est le même message sans conviction, il va faire 7, 6, 5 C'est ça, peut-être. Donc c'est tu ça, n'atteindras pas c'est les ça. acteurs de la même manière. Et en plus, tu es quand même sur un secteur historiquement où on produit depuis très très longtemps, quoi. Enfin, c'est un secteur très industrialisé sur la production de nouveaux matériaux, mais avec des process et des acteurs qui sont déjà historiques. Et du coup, je pense que ça doit être aussi là est ton rôle crucial, parce qu'il faut faire bouger les lignes, un peu comme je disais en amont. C'est quoi les plus grosses difficultés ou les obstacles qui se dressent face à ces convictions, face à ce message que vous essayez de transmettre dans ton quotidien ou même de ton expérience, toi, Julie? Alors, moi, je ne parlerai pas forcément d'obstacles. Tout simplement parce que sinon, en fait, j'en aurais tous les jours. Donc, j'en aurais beaucoup trop à te citer aujourd'hui. On a plutôt des défis à relever. En tout cas, c'est notre façon de voir, de voir les choses. Et de se dire, effectivement, il y a des grands enjeux qu'on essaie d'adresser, nous, chez Materop, que d'autres adressent aussi. On est collectivement, je pense, les jeunes acteurs innovants, les majors, en train de participer à ce changement qui est nécessaire sur une industrie qui est plutôt conservatrice et qui effectivement n'avait pas eu jusqu'à présent la nécessité de changer. Donc effectivement, dans les quelques exemples qu'on pourrait citer de grands défis à relever, c'est déjà de savoir faire évoluer les normes pour qu'elles s'adaptent. Or, ce sont des processus qui sont très très lents. Parce qu'il y a beaucoup de concertation, il y a bien sûr des aspects de sécurité. On ne fait pas bouger une norme pour la faire bouger, donc il faut beaucoup de garanties derrière, donc c'est assez lent comme process. Là où on a une urgence à aller plus vite, donc on voit que ce temps de la norme est beaucoup plus long que le temps qu'on a à disposition pour réussir cette transition dans notre filière. Donc ça, c'est un des exemples. Pour autant, rien n'est impossible. Donc, on sait que ça va évoluer, que ça va venir s'adapter pour accompagner le changement qui est en train de se passer sur le terrain. Ouais, c'est clair. Après, je pense que à partir du moment où tu inclus des normes dans un pays comme la France, il y a aussi les normes qui sont européennes, il y a des enjeux qui sont mondiaux. Donc, du coup, tu as plusieurs couches, plusieurs échelles aussi à les faire bouger. Je pense que il y a souvent ce cas-là. Tu as des pays qui sont super en avance sur, par exemple, la construction hors site, qui ont déjà du coup brisé un peu les barrières sur certains sujets. Vous êtes en train de briser les barrières sur le bas carbone, sur les nouveaux matériaux. Mais en effet, comme tu dis, il y a pas mal d'échelles et du coup, petit à petit, mais avec force et avec aussi pouvoir collectif qui fait avancer les choses. Parce que du coup, si c'est une demande qui est collective, des grands faiseurs, de ceux qui bâtissent au quotidien des énormes projets, forcément ça va venir appuyer aussi cette démarche sur les normes. Est-ce que c'était pas forcément une question que j'avais, mais elle me vient en tête, mais est-ce que tu as un exemple d'une norme ou de quelque chose que vous avez fait bouger où tu te dis, là en vrai, là on a vraiment passé un cap sur notre déploiement ou sur le déploiement de ces convictions-là? C'est en train tout simplement de pouvoir avoir nos matériaux sur les chantiers aujourd'hui, alors que notre ciment n'est pas dans la norme. C'est ça déjà le grand défi. Parce qu'aujourd'hui, on nous disait que c'était impossible, que notre technologie était impossible. On a prouvé qu'elle fonctionnait. Aujourd'hui, elle est certifiée. On travaille beaucoup avec le CSTB. Donc aujourd'hui, elle est certifiée. Aujourd'hui, elle est assurée. Et elle est sur les chantiers. Donc en étant hors de la norme, puisque la norme impose qu'il y ait peu d'argile, et nous, c'est notre matière principale. Donc voilà, on est de fait hors de la norme. On a quand même réussi à aller sur les chantiers. Donc je dirais que c'est la première chose qu'on a pu faire bouger. C'est d'être sur les chantiers en étant hors de la norme. Et ça, c'est un grand élément. C'est la même chose pour les certifications. Alors on a réussi quand même à obtenir des ATEX pour les fondations, pour les dallages. Donc là, c'est des grandes étapes pour une toute petite entreprise comme la nôtre, puisque les certifications, c'est lent et c'est très coûteux surtout. C'est clair. Et en plus, tu as dit un mot hyper important, je pense, pour tous ceux qui sont au fait
des nouveaux matériaux, du bas carbone, du réemploi, c'est le mot assuré. Parce que les équipements existent, en fait, les matériaux existent. Certains ne sont pas encore déployés sur les chantiers. Et pour souvent des raisons d'assurance, parce qu'on n'assure pas forcément aussi facilement un matériau de réemploi qu'un matériau qui est produit sur une nouvelle vie, quoi. Tout à fait. Et de manière générale, ce qui est nouveau, il y a un petit peu plus peut-être de prudence et d'appréhension, voilà, et qui c'est légitime, hein, on le comprend quand on regarde le système dans son ensemble, chacun étant à sa place. Donc, il va falloir pouvoir convaincre et puis surtout, je crois, prouver scientifiquement par des essais, de façon très, très concrète, acharnée et déterminée que on a les mêmes performances et qu'on peut apporter les mêmes garanties. Ça, ce sont des grandes étapes. Et tous ces défis, je crois, pour nous en tout cas, et pour moi, ce sont plus des opportunités que des obstacles. Et de se dire, quand on réussit à franchir ces caps, on fait beaucoup, beaucoup avancer le sujet. Oui, c'est sûr. Clairement, c'est là qu'est le vrai combat, on va dire, parce que c'est pas vraiment un combat, c'est un état d'esprit aussi, je pense, d'aller faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes, c'est pas juste aller mettre un coup de pied dans la fourmilière. Faire bouger les lignes, ça se fait lentement, ça se fait par la pédagogie, par le message, et c'est comme ça que ça avance, c'est sûr. En effet, vous, ça a dû passer aussi par ces notions de certification, notions de partenariat aussi avec les industriels. En fait, à partir du moment où tu as la validation d'industriels qui faisaient aussi ce genre de produits en on va dire, méthode traditionnelle pour faire un lien avec d'autres choses qu'on produit en France, tu peux vraiment déployer aussi tes ailes. Et juste avant que tu développes sur cette partie-là, je pensais à ça. C'est vrai que tu dis, vous êtes une jeune entreprise. Les bâtiments, en général, ils ont des durées de vie qui sont largement supérieures à certaines entreprises qui ont produit aussi, entre 20, 30, 40, 50 ans. C'est pour ça que je pense que la notion de temporalité, où il faut aller super vite pour accréditer les nouveaux matériaux, les faire passer aux normes, etc., c'est pas forcément là où on pourrait se dire, c'est pas dans la construction on pourrait se dire c'est là où il faut aller vite, parce qu'au final c'est des bâtiments qui vont durer 30, 40, 50 ans, donc le recul on ne l'aura pas forcément en fait, on n'a pas forcément le temps d'avoir le recul sur le matériau, il faut tester scientifiquement, faire des tests comme ça, c'est là-dessus que tu essayes que tu as déployé, je pense, et après c'est sûr que comme je disais, du coup vous vous entourez d'industriels, de fabricants, et est-ce que vous avez réussi au fil des années à faire des gros partenariats qui fait que d'une, tu as la validation d'anciens, donc tu te dis, ça y est, on a un peu une preuve sociale qui fait qu'on peut déployer chez les industriels aussi en production, parce qu'ils doivent vous aider aussi à produire. Vous ne produisez pas tout seul, j'imagine ? Oui, alors nous, l'objectif n'est absolument pas de produire tout seul. Okay. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir, avec tous nos partenaires, déployer notre technologie pour massifier, pour faire de l'évitement carbone. Donc, on a une stratégie de partenariat avec des entreprises locales et une stratégie de partenariat au niveau national et européen pour pouvoir déployer notre ciment dans un partenariat qui va être gagnant-gagnant. Ça veut dire que nous, on va pouvoir réussir à massifier, et c'est ce qu'on souhaite puisqu'on souhaite faire de l'évitement carbone. Donc plus notre technologie sera déployée, plus on fera de l'évitement carbone. Et de pouvoir... pour notre partenaire, substituer du ciment conventionnel carboné par un ciment qui va être bas carbone, circulaire, peu énergivore, qui ne va rien changer dans ses process, parce que ce qui est important pour eux, c'est quand même que ça ne change rien, et ni dans leur économie de production, et dans leur process. Et c'est eux qui vont pouvoir nous permettre d'apporter un certain nombre de produits sur le marché, des applications comme des blocs creux, comme du mobilier, comme aller construire des sous-couches routières, etc. Et donc là, en termes d'industriels avec qui vous travaillez, vous avez qui comme partenaire historique ou non, mais de toute façon, comme tu le dis, c'est une ambition collective au final, Matereup, donc il n'y a pas de donner les bons points ou les mauvais points, c'est juste on fait tous ensemble, mais c'est juste histoire d'avoir un peu une idée, un visu avec qui chez qui on peut retrouver finalement des produits Matereup sur les chantiers, quoi. Alors,
On en vend, on en commercialise une partie directement en propre et on a un certain nombre de partenaires bétonniers sur le sud-ouest, comme le groupe Duhalde, comme le groupe Bernadet, qui sont des entreprises qui ont une expertise, elles, du béton depuis des dizaines d'années. C'est des entreprises qui sont à la 2e ou la 3e génération et qui sont donc, qui ont un savoir-faire reconnu. On travaille avec un certain nombre de groupes comme Bouygues Immobilier ou comme Vinci et ses filiales. Et puis on travaille aussi par exemple avec des cimentiers comme le cimentier français Vicat. Donc on va avoir différents partenaires. Alors il y en a plein d'autres, je suis désolée pour tous ceux que je ne cite pas aujourd'hui, puisque l'objectif n'est pas de faire une liste à l'après-vert. Mais c'est d'avoir des partenaires qui, eux, vont permettre de massifier la technologie. Ouais, d'avoir un maximum de relais. Tout à fait. Et si on retourne un peu si on arrive carrément à les pieds sur le chantier, est-ce que j'aime bien avoir des exemples parce que comme tu dis, on a besoin de preuves aussi de concepts, de voir que ça fonctionne, que c'est déployé. Est-ce que tu as un exemple d'un chantier, peut-être en local aussi, parce que du coup, vu que c'est une construction très locale au début Matereup, vous avez dû faire des petites preuves dans les Landes, dans votre région, avant d'aller bousculer les lignes un peu plus haut à Paris, là où il faut aller bousculer les lignes en France et en Europe. C'est quoi le chantier qui t'a le plus marqué, ou peut-être là où vous avez appliqué les premiers produits Matereup, ou là où ça a été le plus grand succès, ou un projet qui t'a marqué dans le quotidien de Matereup, sur chantier, pas forcément en global, sur des choses que vous avez fait bouger? Oui, alors je dirais que si tu me permets de t'en citer plus qu'un, c'est d'avoir un des premiers chantiers, si ce n'est le premier chantier, qui a été réalisé dans les Landes pour une petite commune qui est à Sainte-Marie-de-Gosse, qui a fait un parking perméable pour l'accès à son école, et qui est une commune à énergie positive avec des élus très engagés et qui ont été les premiers à nous faire confiance quand notre produit n'avait été mis nulle part ailleurs. Donc j'ai forcément une pensée pour eux parce que c'était les premiers à oser. Et puis j'allais dire, aujourd'hui on en a eu beaucoup des chantiers en aménagement extérieur, on a eu des chantiers en travaux publics, des chantiers sur des bâtiments. Deux qui sont plus emblématiques et qui sont relativement récents. C'est un grand chantier que ici les Parisiens connaissent bien, qui est la Tour Triangle, mais qui me semble quand même un chantier référence qui est réalisé avec Unibail et Besix, sur lequel les blocs creux conventionnels ont été substitués avec les nôtres. Et puis également sur des chantiers du groupe Lidl, qui, pour construire de l'immobilier commercial, utilise aussi nos blocs, des dalles, différentes de nos solutions. Et on est très fiers d'avoir des références comme celle-ci aujourd'hui, qui permettent de pousser les portes des autres aussi. De pousser les portes des autres et de montrer en tout cas que c'est possible, parce que ce sont des partenaires et des groupes qui se sont engagés, qui ont fait le choix de l'innovation en choisissant Matereup. C'est clair. Et puis ça permettra aussi de pousser les prochaines portes et d'aller un peu plus loin. C'est quoi le futur de Matereup? C'est quoi les futurs enjeux? Vous avez quand même une actualité en 2024 qui a été assez rythmée. On a entendu parler de Matereup pour des choses très positives. C'est quoi les enjeux là dans les mois à venir pour vous, Julie, en interne, puisque du coup au final tu parles au nom du groupe en tant que présidente là du coup? Oui, tout à fait. Donc effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs grands objectifs. C'est de poursuivre notre déploiement, puisqu'on a un déploiement en petites unités territoriales de production qui vont se répartir et venir mailler le territoire avec des petits sites de production qui récupèrent en local un déchet, le transforment en local et le déploient en local. Et ça, c'est important d'avoir ces boucles vertueuses. Et aujourd'hui, on a pu structurer financièrement l'entreprise avec une levée de fonds et pouvoir déployer 10 prochaines usines dans les mois et années à venir, en France et en Europe. On a notamment l'Europe qui est entrée à notre capital, donc c'est un marqueur fort pour nous du soutien de l'Europe.
Et donc, on a cette première grande tâche de pouvoir massifier et puis développer les partenariats parce que c'est important. On ne va pas tout faire tout seul chez Materop. Donc, notre objectif, c'est de continuer à tisser et nouer des partenariats avec ceux qui font sur les chantiers, ceux qui utilisent du ciment au quotidien et qui peuvent rejoindre le mouvement et notre réseau de partenaires et avec qui on va pouvoir massifier. Notre objectif, c'est d'éviter 50 millions de tonnes de CO2 d'ici 10 ans. Ouais. Donc c'est très ambitieux et on est déterminé, on agit pour pouvoir y arriver. Ouais, c'est un beau moteur aussi, je pense. C'est un bel objectif, avoir des objectifs ambitieux sur ces sujets-là. Ça permet aussi d'aller se dépasser parce qu'on est quand même sur toujours le même leitmotiv qui est collectif, parce que du coup, ce que vous allez faire avec ces objectifs-là, ça va servir clairement la communauté. Même ceux qui bougent pas, sachez que avec ce genre d'objectif, ça va vous servir aussi. Donc peut-être qu'à un moment, ça sera à vous aussi d'aller prendre cette direction. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ces sujets-là. Tu as précisé que du coup, vous produisez en local, ce qui est hyper important aussi, qui est un peu dans les gènes du projet. Vous avez combien d'usines actuellement ? Vous avez l'ambition d'en avoir combien ? Et du coup, en Europe, tu me diras, mais où est-ce que vous allez vous déployer ? Parce que c'est trop bien de savoir que vous allez être hors des frontières françaises, c'est cool. Alors, notre première usine, donc, elle est dans les Landes. Elle fonctionne depuis 2 ans. Ok. La prochaine sera... Alors, dans la région toulousaine, et là, ça ne s'invente pas, elle sera à Carbone, avec 2 N. Voilà, donc le destin nous avait prédestiné sur ce site où là, on l'a construit en partenariat en co-entreprise avec le groupe Vica, qui est cimentier, où on va produire ensemble notre ciment. Trop bien. Et sur les autres, donc, elles seront réparties. Alors, en Europe, malheureusement, je ne peux pas encore t'indiquer les emplacements, mais ça sera systématiquement avec des partenaires, puisque notre objectif, c'est toujours de travailler en collaboration et en coopération. Mais ça sera ça sera prochainement annoncé quand elles seront déterminées. Trop bien. Du coup, je tiendrai au courant tout le monde ici. Du coup, allez suivre la page Materop. Si j'ai pas eu le temps de vous l'annoncer, vous l'aurez sûrement là-dessus, sur les pages, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur le site internet Materop, qui est un très beau site d'ailleurs, bravo à vous. Merci. On y apprend pas mal de choses. Moi, ça m'a pas mal aidé aussi à construire cet échange. On va bientôt arriver justement à la fin de cet épisode. Il va me rester une dernière question, parce que déjà, tu es auditrice assidue du podcast, donc tu sais très bien ce qui t'attend en dernière question. Et c'est souvent le moment aussi d'aller créer du lien, d'aller chercher aussi des nouvelles personnes pour moi. Donc, si tu avais une personne que tu aimerais, toi, Julie, entendre réveiller le BTP avec moi sur 6 heures du bat, est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu as pensé à quelqu'un ? Oui, alors j'ai pensé tout naturellement à Marie et Laurent Fer du groupe Fer, qui est un groupe alsacien. Alors, ils sont frères et sœurs, donc c'est aussi une entreprise familiale. C'est une ETI très, très innovante, spécialisée dans la préfabrication. Pas que, mais notamment, ils ont plusieurs usines de préfabrication qu'on connaît bien, puisque nous travaillons ensemble et nous collaborons sur notamment les prémurs et les prédales qu'on vient de réaliser là au mois de septembre, et qui sont des personnes merveilleuses et inspirantes, et que je t'invite à découvrir et à rencontrer. Trop bien. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que plus les épisodes avancent, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup depuis la création du podcast, plus on me cite des entreprises familiales. Et ça me fait toujours plaisir, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui m'a aussi convaincu que ce secteur était incroyable. C'est qu'on y retrouve des aventures à chaque fois très collectives. Et la famille, c'est le collectif avant tout. Donc, trop bien. Merci de la reco, Julie. Et puis, j'irai bien évidemment adresser une petite invitation à Réveiller le BTP au groupe Fer, et puis on suivra. Faudra s'abonner au podcast pour savoir si j'ai réussi à mener à bien cette invitation de Julie, mais en tout cas merci beaucoup pour le temps que tu as pris à nous expliquer un peu le projet Materop, les convictions, et puis comme tu dis, en fait, cette envie d'aller faire bouger les choses. Ça fait toujours du bien de réveiller finalement une industrie qui était plutôt conservatrice. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast, que vous avez passé tous un bon moment, et en tout cas je te remercie beaucoup, Julie, d'être venue. Merci à toi, et merci pour ton écoute, et merci à tous les auditeurs. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description.
Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.